Merci beaucoup, Patrick Gaudret, pour cette intervention. Donc sur la difficulté qu'il y a quand même à aborder la question du progrès de la médecine, sans parler du progrès de la science, et sans réfléchir à ce lien qui ne va pas de soi entre progrès scientifique et progrès technique, comme on le dit, on l'explore depuis ce matin, avec cette idée qu'il n'y a peut-être pas une solution, mais en tout cas il y a des pistes pour essayer de défaire ces ambiguïtés, qui est de maintenir une vigilance éthique sur ce que l'on est en train de faire, et de promouvoir la réflexion sur les valeurs, les finalités de la science. Bien. Donc, je propose d'ouvrir le débat sur cette question du progrès de la médecine dans ses liens au progrès scientifique et technique. Qui veut prendre la parole ? Oui, ça risque d'être peut-être plus une remarque qu'une question. J'ai l'impression que votre exposé, lorsque vous évoquez la médecine prédictive, avec les règles de vie qui pourraient aller avec, nous renvoie à l'exposé de Sophie Crozier lorsqu'elle parle de hiérarchisation. Effectivement, ça pourrait être des éléments qui pourraient être possiblement pris en compte dans une hiérarchisation de la vie, et pour après décider d'un acte ou autre. Et puis, autre élément aussi que j'ai retenu de votre exposé, c'est vous évoquez le coût et la vitesse pour séquencer des génomes. On voit cette accélération. Vous avez évoqué le mot aliénation, et ça m'a rappelé les travaux d'Armut Rosa sur aliénation et accélération, et ça nous renvoie aux limites encore de l'exposé d'avant. Non, je suis évidemment tout à fait d'accord sur le fait que on revient effectivement sur les mêmes questions. D'ailleurs, c'est parce qu'il y avait un thème général à la journée que finalement on revient sans cesse. Moi aussi, j'ai pensé qu'après l'exposé de Mme Crozier ce matin, j'avais peut-être plus grand-chose à dire, parce qu'effectivement, nous posons les questions un petit peu de manière non pas identique, puisque les médecins, je ne le suis pas. Voilà, elle s'intéresse à une pathologie donnée. Moi, je m'intéresse à la génétique d'une manière générale, mais c'est vrai que nous nous posons des questions qui se recouvrent et qui aboutissent au même questionnement. Et c'est une chance d'ailleurs, pour moi. Alors sur la question de l'accélération, elle est intéressante parce que ça me... Justement, en écoutant Sophie ce matin, puis Olivier cet après-midi, il y a une question qui se pose qui est quel est le moteur finalement presque idéologique du progrès ? Sachant que si on part du constat que le progrès n'est lui-même plus une téléologie comme Miguel Benazayac l'a dit, et je crois qu'il a raison, quel est le moteur du progrès ? Précisément, la réponse du philosophe et sociologue allemand Armut Rosa, c'est de dire que le moteur, c'est l'accélération. Et que l'accélération n'est pas une conséquence, ce n'est pas un moyen du progrès, ça en devient le moteur, l'objectif. Accélérer devient finalement la fin en soi du progrès. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça a des causes dans le système technique, l'accélération technique, dans notre fonctionnement aussi en société, puisqu'il y a une accélération des modes de vie, en quelque sorte. Voilà, il y a même des accélérations des façons de se comporter. On parle plus vite qu'avant, on marche plus vite qu'avant. Enfin, il y a tout un tas de signaux anthropologiques, sociétaux, qui montrent que nous faisons toujours tout plus vite aujourd'hui. Et la question que je me pose, peut-être, c'est est-ce que cet emballement accélérationniste, alors même si, voilà, moi j'ai écouté que ce matin il y avait des accélérationnistes qui voulaient sauver le progrès finalement par l'accélération, j'ai plutôt l'impression que finalement c'est l'accélération presque le problème du progrès, puisque cette désynchronisation dont parle Armut Rosa, précisément entre la génération technique par rapport vis-à-vis de la capacité à s'approprier cette technique, qu'on peut par exemple aujourd'hui très bien voir dans le gap qui se crée entre la puissance computationnelle et la puissance interprétative, en génétique notamment.
enfin, toutes ces désynchronisations sont précisément le fait de l'accélération. Et soit tout accélère, et donc le cerveau humain doit aussi accélérer, et on en viendra finalement à délocaliser le cerveau humain dans les machines, pour que notre cerveau puisse se digitaliser et suivre l'accélération des machines, soit il faut resynchroniser finalement les temps techniques et les temps humains, et ça passera par une décélération. Mais c'est un débat. Oui, c'est un débat. Je pense que passer par une décélération, ça je ne sais pas. La synchronisation, la resynchronisation et la prise en compte des temps différents, des temps de la science, des temps de la technique, des temps de la médecine, des temps de la pensée, des temps de l'éthique, enfin tous les temps qui peuvent être en parallèle. Mais je dirais que voir les choses beaucoup sous l'angle de l'accélération, je trouve ça très joli, très, très beau, je dirais même plus que joli, très beau, mais dans une réflexion qui a une prétention à la pureté. Moi j'ai l'impression que finalement l'accélération et la fuite en avant technique, certains disent technologique, n'est pas aussi pure que ce qu'on pourrait vouloir, souhaiter. Je crois qu'elle est contrainte par un certain nombre d'autres conditions. C'était un petit peu ce que disait, il y avait un activiste canadien, Pat Mooney, qui un jour disait dans un colloque en Allemagne auquel je participais, il avait dit, dans l'histoire de l'émergence de n'importe quelle technologie nouvelle, les éthiciens, parce que lui en tant que Canadien pense qu'il existe des éthiciens, moi je ne suis pas convaincu, mais les éthiciens ont environ une nanoseconde pour se faire entendre. Une fois que cette nanoseconde est passée, forget it. Donc en fait ce qu'il voulait dire c'était que l'investissement de toutes les nouvelles technologies par des tas de considérants autres que la réflexion éthique, la recherche du sens de ce qu'on fait, du know what, comme je disais tout à l'heure, notamment les conditions économiques et financières, font qu'on n'est plus capable même de réfléchir à un questionnement éthique parce que finalement, on vous dit, mais enfin, soyez sérieux. Quand on parle de l'éthique, par exemple, du prix du médicament, c'est une question. On en parle au comité éthique et cancer, là, qui est adossé à la Ligue. Finalement, on nous dit, mais non, mais regardez, enfin, faut être sérieux. Enfin, Patrick, sois sérieux, pour une fois. Essaye d'admettre qu'il y a des réalités économiques qui sont des réalités intangibles. Je dis non, l'économie, elle est ce qu'on en fait, c'est des choix politiques. Et en fait, il faut admettre que nous faisons des choix et que ces choix ne sont pas forcément motivés par une réflexion éthique. Ça revient un petit peu à une discussion aussi qu'on a eue ce matin. Mais en fait, c'est l'invasion donc de processus techniques par autre chose qui le conditionne, et notamment par les contraintes économico-financières qui sont absolument prédominantes. S'il n'y avait pas un marché de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars annuels dans le séquençage de l'ADN humain, eh bien, je peux vous garantir qu'on saurait raison garder. Sophie Vanish qui voulait prendre la parole. Non, je voulais en profiter puisqu'on a reparlé de la question de l'accélération et donc de cette affaire de temporalité. Je pense que l'imaginaire d'une accélération infinie ou de la slow life et on arrêterait tout et on décélère complètement, finalement c'est la même médaille et c'est une médaille qui a à voir même avec le mot synchronisation, avec l'idée de quelque chose qui serait univoque et harmonieux. Et je pense que ce qui est assumé dans le rapport de temporalisation des actions humaines, c'est la pluralité des manières de temporaliser. Et donc de pouvoir considérer que l'accélération, ça peut être très bien dans certains cas, et que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir décélérer, de pouvoir choisir des manières d'agir, et que ça fasse partie des stratégies responsables humaines de choisir quand est-ce qu'on accélère et quand est-ce qu'on décélère. Et le livre d'Hartmut Rosa, de ce point de vue-là, me paraît très univoque et très moralisateur dès qu'il sort des questions qui sont réellement des questions publiques. Et je pense en particulier quand il se déplace sur la question subjective du fait que dans une vie, on veut mettre plusieurs vies et que les gens se marient, divorcent, se remarient, redivorcent, et que finalement,
il y a quelque chose d'une incapacité à tenir une vie, je trouve que là, ça devient même un peu réactionnaire. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'une facilité aujourd'hui qui est appuyée sur finalement la manière dont on a pu lire à Hartmut Rosa. Et je pense qu'il y a aussi à prendre des distances par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose de très gênant en fait dans son livre sur la question de la vitesse qui finalement devient haïssable. Et moi je trouve que le mot d'ordre de Slow Life peut être tout aussi haïssable. Enfin, il y a un moment où c'est insupportable aussi de voir que certains rythmes sont imposés par certains types aussi de technologies qui sont en fait des technologies de management qui ne supportent pas l'esprit de synthèse. Donc à un moment donné, il faut absolument passer par le découpage avec des petits post-it qui vont décomposer, il faut prendre le temps de je ne sais pas quoi. Il y a un moment où on se dit mais finalement ce temps c'est de l'occupationnel et ça empêche de pouvoir prendre des décisions et de penser que la temporalité c'est aussi de la coupure et c'est pas simplement ce déploiement infini. Ouais, on commence là, les conversations, c'est bien. Non, sur Hartmut Rosa, c'est un débat qui a eu à nombreuses fois. Il y a des ambiguïtés sur sa pensée, peut-être par une difficulté dans la traduction française de 2 livres en fait, qui sont issus de centaines de publications scientifiques en allemand et qui n'ont pas été traduites, mais qui sont extrêmement précises, où en fait le moteur de la pensée de Rosa, c'est, au-delà de sa vulgarisation, c'est de dire qu'il y a des normes temporelles silencieuses. Et que ces normes temporelles silencieuses, actuellement, la norme temporelle silencieuse, c'est la norme de l'accélération. Et qu'il n'est pas contre l'accélération en soi, mais contre le fait que la norme silencieuse de notre temps, ça soit l'accélération. Voilà. Et qu'il dit que précisément, il critique les mouvements de la décélération. Si on lit bien Hartmut Rosa, il fait une critique de ce qu'il appelle les oasis de décélération, qui sont pour lui des justifications de cette norme silencieuse de l'accélération. C'est le yoga le week-end pour être plus performant le lundi. Voilà. Donc toute cette critique qu'il a faite. Et la critique contre les mouvements slow est pas juste non plus parce que le mouvement fondateur de ce que l'on appelle les mouvements slow, c'est Slow Food, 1989, Carlo Petrini, en Italie. Et il n'a jamais été question de manger lentement. C'est une aberration. C'est pas dire on va manger lentement, on va redevenir attentif à ce que l'on mange. On va essayer de retracer effectivement l'histoire d'un aliment, reprendre soin de ce que l'on a dans l'assiette. Et il ne s'agissait pas du tout de dire on va manger lentement. Donc c'était aussi l'intelligence de dire que face à l'accélération, le fast-food, c'est pas que manger vite, c'est manger mal, c'est manger injuste, c'est enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc il n'y a évidemment pas de miroir entre accélération et décélération. Mais ce que Hartmut Rosa dit quand même est très intéressant pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est que le progrès scientifique et technique, aujourd'hui, n'est-il pas pris dans une norme temporelle silencieuse qui, précisément, est celle de l'accélération. Le fait qu'aujourd'hui, les chercheurs soient évalués au nombre de publications, et que ce soit l'épicentre de la reconnaissance scientifique, ce fait-là n'est-il pas la manifestation de la norme de l'accélération, c'est-à-dire de toujours publier, toujours plus vite? Oui, mais à ce moment-là, si on admettait ça, on admettrait que ça doit se faire au détriment d'une qualité, du respect d'une démarche scientifique qui a un pas de temps à elle et qui doit être respectée, qu'on ne respecte plus. Mais en tant que vieux con en retraite, je peux me permettre de dire effectivement que chercheur, j'étais ravi effectivement de pouvoir aller vite, mais essayer d'aller vite et bien. Et finalement de ne pas avoir forcément toujours le couperet d'une demande de crédit machin ou d'un niveau de publication truc pour... j'ai toujours dans mes cahiers que j'ai maintenant à la maison des expériences qui n'ont jamais été publiées. Donc c'est un défaut de publication, c'est une erreur certainement. Mais aujourd'hui on les publierait et finalement on publierait des choses qui ne sont pas abouties, des choses qui scientifiquement ne tiennent pas. Mais on le publierait quand même, on trouverait toujours un journal pour publier ça. Parce que ce qui compte, c'est la quantité et pas forcément la qualité de ce qu'on fait. Il suffit de voir que le Publish or Perish s'est accompagné, moi je l'ai constaté vraiment
quasiment au jour le jour, au mois le mois, c'est accompagné d'une augmentation des démentis, rétractations, etc., dans les plus grands journaux scientifiques. Donc en fait, on a bien, là c'est une corrélation, je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais il y a une corrélation entre l'accélération d'une certaine manière et l'injonction à publier avec finalement un problème de qualité des publications, de rigueur et d'intégrité scientifique. Ça va jusque-là. Donc je pense que là, clairement, suivant le point de vue qu'on va prendre, c'est-à-dire le point de vue d'où on va se placer pour regarder les choses, on va le voir effectivement comme quelque chose d'extrêmement négatif ou comme quelque chose de positif. Rendez-vous compte, on publie de plus en plus, mais plus personne n'est capable de lire de toute façon les publications scientifiques qui paraissent, donc il y en a trop. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... voilà, une dernière, et puis ensuite on va passer à la suite. Merci. Dans votre introduction tout à l'heure, vous parliez de différents aspects du progrès. Vous avez évoqué l'aspect cumulatif, l'aspect linéaire, amélioratif et le toujours plus vite. Et il y a un point qui a été évoqué là par M. Gaudret sur le côté compétition. Et j'ai l'impression que c'est un aspect qui prend une place quand même majeure dans l'avancée de la science, dans le progrès, c'est les équipes de recherche entre elles, c'est les pays entre eux, etc. C'est celui qui va aller le plus loin, mais ce n'est pas forcément en absolu, mais c'est aussi plus loin que l'autre. Et comment est-ce qu'on peut penser en fait cette question de la compétition et comment nous, ici en France, par exemple, on peut se situer dans ces enjeux qui sont des enjeux mondiaux, en fait. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de réponse définitive à votre question. Je crois qu'il y a un constat qui est fait. Je crois, si vous voulez, que dépasser ses propres limites n'est clairement plus suffisant parce que nous sommes finalement dans un modèle qui est imposé par... moi, je considère que c'est un modèle anglo-saxon, typiquement américain. Moi, je me rappelle quand je faisais du tennis, quand j'étais encore capable d'en faire, je jouais avec mon patron de postdoc, un patron américain, et au bout de 2 minutes d'entraînement, il fallait que nous fassions un match. C'était important. Alors, de temps en temps, il me battait. Plus souvent, je le battais. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Moi, ça ne m'intéressait rigoureusement pas. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement de jouer le mieux possible. Lui, dans son esprit, ce qui était important, c'était de pouvoir avoir un score à la fin. D'où la notion de performance. Les performances, ça vient du cheval, de l'équitation. Mais les performances, c'est un tableau de résultats chiffrés sur ce que vous êtes capable de faire par rapport à d'autres. Moi, ce sont des choses qui, personnellement, ne m'intéressent rigoureusement pas. Mais je sais que, d'une certaine manière, ça crée une inadaptation par rapport au monde moderne. On vit dans un monde, effectivement, qui est fondé sur la compétition. Ce qui est important, c'est regarder la place qu'occupe dans les médias généralistes la remise des prix Nobel chaque année. Mais je suis personnellement scandalisé. Ça ne devrait intéresser, finalement, qu'essentiellement les spécialistes de tel ou tel domaine, qui, eux, sont capables d'ailleurs de regarder avec un esprit critique la manière dont ces prix sont donnés. Et en médecine et physiologie, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais ça apparaît dans le grand public, donc en fait, à partir de ce moment-là, lorsqu'on est titulaire d'un prix Nobel, on est le meilleur, on est le champion du monde dans sa discipline, et les autres sont tous des ânes battés, bien sûr. Et le prix Nobel, du coup, est atteint d'une maladie infectieuse bien connue qui s'appelle la nobélite aiguë et qui fait qu'il est capable, à partir du moment où il a reçu sa médaille, de s'exprimer sur n'importe quel sujet et en particulier les sujets dans lesquels il n'a rigoureusement aucune compétence. Donc ça, c'est la manière, mais c'est toutes les déviances, en fait, de cette compétition qui font qu'il faut qu'il y ait un meilleur, un champion du monde. Mais quand j'ai l'occasion de faire des conférences sur la performance, j'essaye toujours de choquer un petit peu mon auditoire en disant « mais vous vous rendez compte quand même qu'il dans chaque discipline sportive, il n'y a qu'un champion du monde. Ce qui veut dire que tous les autres sont mauvais, ils ont raté. »
puisqu'il y en a un seul qui est champion du monde, et puisque c'était son objectif et l'objectif de tous ceux qui rentraient dans la compétition, tous ceux qui ne sont pas champions du monde ont raté. J'ai dit, si vous regardez les choses de ce point de vue-là, vous allez vous mettre à haïr la compétition. Parce que vous, quand vous courez le marathon en 4 heures 30 minutes, vous êtes déjà vachement content. Mais évidemment, maintenant, le record du monde, c'est 2 heures 3 minutes. Donc, vous êtes vraiment mauvais. Donc, comparons les choses. On peut se comparer à d'autres. C'est utile dans une perspective d'émulation. Et ce que devrait faire la recherche scientifique notamment, c'est effectivement de permettre la confrontation des scientifiques entre eux pour qu'il y ait une émulation, une coopération, une collaboration et une émulation. À partir du moment où on se place sur le plan de la compétition, ça devient totalement inintéressant, ça devient quelque chose d'extrêmement réductionniste et qui ne peut intéresser évidemment que certaines personnes et particulièrement celles qui sont champions du monde. Merci, très bien. On va clôturer cette session, on peut applaudir.